Bonjour à tous. Donc, nous sommes 2 jours après l'allocution d'Emmanuel Macron, allocution mémorable à plusieurs titres, mémorable par son mépris, mémorable par son arrogance, mémorable par sa suffisance, mémorable par son indécence. Nous sommes le jour d'après. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 avril. Je ne sais pas ce qu'il en est vous concernant. Mais pour moi, la colère est toujours la même. Je n'arrive pas à descendre. Depuis cette abjection de lundi soir, je n'arrive pas à accepter qu'un chef de l'État ait pu, d'un sourire narquois et ironique, dire ce qu'il a osé dire à l'ensemble de la population française. Alors je vais essayer d'adopter un ton qui ne soit pas celui de la colère, celui de la réflexion. C'est pas aisé en ce moment de maîtriser nos émotions. La tristesse, la colère, l'écœurement. Et quelque part aussi l'impuissance. Parce que nous sommes tous là, confinés. Et que de fait, nous sommes impuissants. Chaque jour, des personnes partent. Des familles pleurent. Nous sommes impuissants. Et aujourd'hui, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est pas directement à Emmanuel Macron et à la Macronie que je vais m'adresser. Je vais m'adresser simplement à l'opposition, aux forces politiques de l'opposition. Je me pose la question suivante. Où sont-elles? Où sont les tribuns, les ténors de l'opposition pour dénoncer, pour contrer, pour parler d'une seule et même voix? Où sont-ils? À part quelques phrases, quelques tweets, repérés ci ou là, l'opposition est dramatiquement silencieuse. Nous n'entendons pas les récriminations qui pourtant s'imposeraient d'un Jean-Luc Mélenchon. Nous n'entendons pas non plus le verbe acéré d'une Marine Le Pen. Nous n'entendons pas un Xavier Bertrand, un Yannick Jadot et tous les autres chantres de l'opposition. Ils sont silencieux. Ce silence est inacceptable. Il y a un autre silence qui personnellement m'interpelle. C'est le silence des organisations syndicales. Je ne parle pas des syndiqués, je parle des dirigeants, des organisations syndicales légalement constituées en France. Où sont les Philippe Martinez? Où sont les Laurent Berger? Où? Et d'autres, j'en passe.
Où sont aujourd'hui les contre-pouvoirs institués? Je ne les entends pas, je ne les vois pas. Alors, c'est dramatique. C'est dramatique que l'opposition et les contre-pouvoirs adoptent cette position de silence. Pourquoi? Parce que c'est justement le rôle dans une démocratie, et aux dernières nouvelles, nous sommes encore en démocratie, quoique j'en doute, et je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'en doute. Dans une démocratie, l'opposition et les contre-pouvoirs, qu'ils soient associatifs ou syndicaux, sont là pour faire balance au pouvoir exécutif. Je viens de vous dire que je doutais que nous soyons encore en démocratie. Je m'en explique. Aujourd'hui, le président de la République légifère. Ce n'est plus l'Assemblée nationale et le Sénat qui légifèrent. C'est le président de la République qui, par voie d'ordonnance, légifère. Ça veut dire quoi, légiférer? Légiférer, c'est simple, ça veut dire faire des lois, modifier d'autres lois. Aujourd'hui, le président a toute possibilité, sans aucun contrôle, a priori, c'est-à-dire avant l'adoption d'une loi, n'a aucun contrôle. Le président, par ordonnance, peut aujourd'hui décider de ce qu'il veut. Et je ne parle pas des décrets et des arrêtés qui permettent aussi la possibilité à l'exécutif de modifier le droit français existant. Aujourd'hui, le président est en train de modifier la loi en tout arbitraire, en tout totalitarisme. Et il est particulièrement en train de détricoter le droit du travail. Et ça, vous vous rendrez compte après le confinement. Vous vous en rendrez compte quand, retournant au travail, vous vous apercevrez que vos droits d'avant n'existent plus, mais qu'ils ont été remplacés par des obligations, que des textes ont renié vos droits. Vous vous en apercevrez à ce moment-là. Alors est-on encore en démocratie aujourd'hui face à un pouvoir exécutif tout-puissant et une opposition et des contre-pouvoirs institués inexistants? À mon sens, nous ne sommes plus dans une démocratie. Et ceux qui, il y a quelques mois, et je parle notamment des Gilets jaunes, ceux qui dénonçaient ce totalitarisme ambiant, latent de l'exécutif, ceux-là même, aujourd'hui, ont raison. Parce que c'est ce qui se passe. Le président de la République fait preuve d'arbitraire, d'autoritarisme. Nous ne sommes plus en démocratie. Alors face au silence de l'opposition, et bien que le président crie haut et fort que la vie démocratique est préservée, c'est complètement faux. L'opposition et les contre-pouvoirs institués sont silencieux. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique les raisons de ce silence.
Que craint l'opposition à dénoncer? Que craignent les syndicats, et je le répète, les dirigeants syndicaux, qui les empêchent de dénoncer, de s'opposer? Je m'interroge tout simplement. Alors face à ce silence généralisé, d'autres voix s'élèvent. Ces voix, elles sont beaucoup plus diffuses, elles ont un impact plus ou moins important selon la personnalité qui porte un discours. Mais aujourd'hui, si vous voulez entendre des voix dissidentes qui se substituent à l'opposition et au contre-pouvoir constitué, il vous faut aller sur des réseaux sociaux. Il vous faut écouter. Il vous faut écouter ceux des citoyens qui, parmi nous, osent. Il est terrible de constater que nous sommes seuls. Nous sommes seuls à essayer de nous opposer avec nos moyens les plus modestes à ce qui est en train de s'installer en France. Et là, je ne vous parle pas uniquement que de cette crise sanitaire, je vous parle de ce qui est en train de se passer en termes de démocratie et de république. Aujourd'hui, c'est à nous, citoyens, qu'il revient de dénoncer. Je le répète, face au silence de l'opposition, face au silence des dirigeants syndicaux et d'autres associations. Alors, en tant que citoyens, nous avons des droits et des devoirs. Parmi ces droits, mais aussi ces devoirs, il y a celui de s'opposer. Nous, citoyens français, représentons la seule souveraineté qui vaille, la souveraineté populaire. Au nom de cette souveraineté populaire, aujourd'hui, nous devons être de plus en plus nombreux à oser prendre la parole, à oser s'opposer. Certains le font déjà, d'autres, petit à petit, commencent également à parler. Nous ne craignons rien à nous exposer. Nous faisons preuve, tout simplement, des attributs que nous accorde notre qualité de citoyen. C'est la seule réponse, pour l'instant, que nous ayons face au virage totalitaire pris par Emmanuel Macron et son gouvernement. C'est la seule réponse que nous ayons face au silence assourdissant de l'opposition et des responsables syndicaux. J'avoue que je ne comprends pas ce silence. Peut-être est-ce que les choses s'éclairciront un petit peu plus tard, mais moi, à l'heure où je vous parle, je ne le comprends pas. Que cherche-t-on encore à préserver? Qui a-t-il encore à préserver? Rien. Alors je ne vais pas être très longue aujourd'hui parce que le message que je souhaite faire passer est très simple. Les seuls aujourd'hui, légitimes, responsables, ceux qui ont le courage, pour reprendre un mot de Macron, l'audace de regarder la réalité de notre pays, les yeux dans les yeux, ceux-là d'entre nous devons parler. Au prix d'insultes, au prix d'invectives, au prix de menaces, peu importe.
Et aujourd'hui, ce matin, j'ai pris l'initiative, personnelle, puisque de toute façon, il n'est pas né celui qui me dira ce que je dois penser. J'ai pris l'initiative personnelle, aujourd'hui, de m'inscrire dans le cadre de l'Union citoyenne. L'Union citoyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement le retour à la démocratie, la vraie démocratie, celle que l'on définit par cette expression très simple, le peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est cela que je veux dire par union citoyenne. Et que tous ceux qui, comme moi, se reconnaissent dans cette expression, qui dépasse tous les clivages, qui n'a que pour seul leitmotiv l'intérêt général et le respect qui est dû à chacun d'entre nous, à chaque citoyen qui compose ce pays. Alors je souhaite que nombreuses soient les personnes qui adhèrent à cette expression. Union citoyenne. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Que l'expression parle et se suffit à elle-même. Cette union citoyenne, pour le moment, elle se limite à des lives, elle se limite à des publications, elle se limite à des écrits. Bientôt, cette union citoyenne, elle sera visible. Elle sera visible dans les rues. Pas maintenant, évidemment. Il n'est pas question de mettre encore plus qu'elle ne l'est en danger notre population. Mais lorsque nous serons certains que le danger s'est éloigné, au nom de l'union citoyenne, et je le répète, indépendamment de notre sensibilité politique, il nous appartiendra de descendre dans la rue. Et nous descendrons dans la rue. Donc c'est simplement ce petit message que je voulais faire passer, que nous ne pouvons pas, face à l'autoritarisme, je vais y arriver, d'Emmanuel Macron, face à la complicité de son gouvernement, face au silence de l'opposition et des contre-pouvoirs institués, c'est à nous, citoyens, de nous opposer, de dénoncer. Toujours plus fort, toujours plus haut. Le temps de la colère ne passera pas aussi vite que ça. Nous n'oublierons pas, comme le dit, et je le cite à nouveau, parce que c'est une personne que je respecte, parce qu'il ose dire ce que d'aucuns n'osent dire. Je vous parle d'Olive Lapage. Ce type qui tous les jours, ou presque, s'expose pour vous parler en vérité. Comme moi, à mon petit niveau, je m'expose pour vous parler en vérité. Et Olivier a l'habitude de dire « nous n'oublierons pas ». Et effectivement, nous n'oublierons pas. Nous n'oublierons rien. Nous n'oublierons pas nos défunts. Et nous n'oublierons pas le mensonge d'État qui est en œuvre depuis le 7 mai 2017. Nous ne l'oublierons pas. Nous demanderons des comptes. Je terminerai en vous disant que j'ai pris la décision, puisque je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis de celles qui, et je le reconnais sans aucune honte, je le reconnais en toute honnêteté, je suis de celles qui ont soutenu Emmanuel Macron. Jusqu'à
jusqu'à ce que je m'aperçoive, il y a quelques mois, de ce qu'était Emmanuel Macron et de ce qu'était la Macronie. Celui que j'ai soutenu, je le dégommerai aussi fort que je l'ai soutenu. Et j'ai commencé. Chaque jour, je vous révélerai les pans cachés de la République en marche. Chaque jour, je vous dirai, à partir de l'expérience qui a été la mienne, je vous dirai ce que j'ai expérimenté, constaté. Aujourd'hui, la révélation numéro 1 a trait à l'affaire Griveaux. Vous vous souvenez tous de scandale suite à la diffusion par Piotr Pawlenski des vidéos montrant les attributs de M. Griveaux en toute leur splendeur. Et le fait est que la République en marche avait connaissance de ces vidéos bien avant qu'elles ne soient diffusées. Comment? Ils ont été informés par Mediapart. Étrange. Quand on sait comment la REM tape sur Mediapart, on peut aussi s'interroger sur cette concupission. Quoi qu'il en soit, il faut que vous sachiez, et c'est la vérité la plus stricte, que la République en marche a essayé, par tous les moyens, de soudoyer Pawlenski pour qu'il ne diffuse pas ces vidéos. Ils ont sorti des promesses de naturalisation, de nationalisation française. Ils ont été jusqu'à allonger des sommes d'argent inimaginables. Ils ont tout essayé pour empêcher, et bien évidemment dans le secret le plus total, pour empêcher Piotr Pawlenski de diffuser cette vidéo relative à Benjamin Griveaux. Piotr Pawlenski ne s'est pas soumis à la République en marche. Et c'est très bien. Il a promis également d'autres révélations, d'autres vidéos. Je connais le contenu de ces vidéos. J'attends avec impatience que ces vidéos soient rendues publiques. Parce que ces vidéos acteront définitivement de la fin d'Emmanuel Macron et de la Macronie. Car elles démontreront comment la République en marche et Emmanuel Macron se sont construits sur un mensonge. Elles démontreront qui est réellement Emmanuel Macron. Le scénario élaboré depuis 2016, voire avant, sous la houlette de Dominique Strauss-Kahn, de Cirelli et des autres grands de la finance internationale. Ce scénario ne tiendra pas très longtemps après la diffusion de ces vidéos. Je sais ce à quoi je m'expose. J'en ai conscience. Peu m'importe. J'ai toujours eu, et quoi qu'en disent mes détracteurs, j'ai toujours eu une éthique. J'ai toujours été loyal, j'ai toujours été honnête. C'est cette même éthique qui m'anime aujourd'hui. Je n'ai aucune rancœur, je n'ai
aucune déception. Je souhaite juste parler en vérité. Alors je réitère, pour terminer, le seul message que je voulais vous faire passer aujourd'hui était que face à l'autoritarisme du pouvoir exécutif, face à l'absence de contrôle du Parlement, face au silence de l'opposition et des organisations syndicales et autres associations, c'est à nous, citoyens, de parler, de dénoncer, de nous opposer. Protégez-vous. Protégez les autres. Et restez chez vous jusqu'au 11 mai, parce que le 11 mai, tout repart. Ouais. On peut se questionner, et je reviendrai sur cette date du 11 mai et ce qu'elle implique ou impliquera. Pour l'instant, le temps est au confinement. Nous respectons le confinement. Mais cela ne veut pas dire que la parole est confisquée. Alors, pour reprendre le slogan d'un journal célèbre, la liberté d'expression ne s'use que si on en abuse. Alors, abusez de votre liberté d'expression. Soyez citoyens en vos droits, en vos devoirs. Être citoyen, c'est oser. Oser nous opposer à ce qui nous paraît aller à l'encontre de l'intérêt général, des intérêts de chacun. Le gouvernement et le président aujourd'hui n'agissent qu'à travers des intérêts particuliers, et j'ajouterai économiques. Nous, citoyens, agissons au nom de cet intérêt général qui est piétiné par ces mêmes autorités. Je vous remercie. Excellente fin de journée à vous.